Donc on va ce soir avoir un débat qui s'intitule Urgence climatique, ça change tout. Deux mots sur le fait que ce débat qui est organisé par l'association pour l'émancipation politique et sociale est accueilli cette fois-ci dans le cadre d'une initiative organisée par le CICP qui est la semaine de la solidarité internationale, et cette semaine qui évidemment s'articule cette année avec les mobilisations autour de la COP 21. Cette réunion se passe évidemment dans un contexte un peu particulier, puisqu'on est 5 jours après les tueries qui ont ensanglanté Paris, et en particulier le 10e et le 11e arrondissement, la déclaration de l'état d'urgence, etc. Et on va parler de ce soir d'un certain nombre de questions qui sous-tendent à l'organisation de la COP 21, en tout cas du contre-sommet de la COP 21, mais ce contre-sommet a un peu du plomb dans l'aile, puisque à l'heure qu'il est, on sait déjà que des menaces lourdes et qui vont sûrement aller vers une interdiction pèsent sur non seulement la manif de solidarité avec les migrants du 22 novembre, mais aussi la manif qui devait ouvrir le contre-sommet du 29 novembre, et très certainement la manif un peu plus sportive qui était prévue le 12 décembre après la clôture de ce sommet. Et on voit bien que le contre-sommet citoyen ou le contre-sommet militant qui devait être organisé est aujourd'hui un petit peu mis en péril par l'état d'urgence et la manière dont il est appliqué. On va tout de même, donc on n'est pas en terrasse ce soir, mais on va tout de même continuer ce qui était prévu. Alors tout de suite, il faut excuser l'absence de Juliette Rousseau, qui est porte-parole de la Coalition Climat, et qui évidemment, à la veille d'une possible interdiction de la plupart des initiatives de la Coalition Climat dans le mois qui vient, est enfermée en réunion pour essayer de négocier, de trouver des solutions. Mais deux de nos invités ont tout de même pu venir, donc Christine Poupin, qui me paraît absolument nécessaire de présenter à tout le monde dans cette assemblée, donc militante éco-socialiste, pour le dire comme ça, et puis Razmik, dont je déteste prononcer le nom parce que je me plante une fois sur deux, Razmik Kecheyan, qui est au minimum sociologue et maître de conférence à Paris 4 Sorbonne, et qui est l'auteur de La nature est un champ de bataille aux éditions La Découverte. Alors peut-être que c'est... Hein, on rentre dans cette salle, exactement. Donc peut-être que c'est toi un peu qui va commencer sur, j'imagine, toutes ces questions de, en gros, comment est-ce que les questions du climat et de l'écologie bouleversent en grande partie les matrices politiques des militants de gauche radicale, des marxistes et des autres, et comment, vu qu'on ne peut pas... s'en remettre à la croissance pour s'en sortir, comment est-ce qu'on construit d'autres modèles? C'est ces questions-là, entre autres, qu'on va essayer de répondre ce soir. Merci pour cette occasion. Bonsoir à tous. Oui, donc moi je suis enseignant-chercheur, mais avant ça je suis un militant. J'ai commencé par militer et je suis devenu enseignant-chercheur par la suite, comme une sorte de prolongement de la militance, mais avant tout c'est plutôt la politisation qui m'a amené à débattre de ces idées-là plutôt que par l'université, je suis venu à la politique. Donc oui, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « La nature est un champ de bataille », qui se veut une perspective marxiste, très clairement, dans le cadre des débats sur l'écologie politique. Et c'est un livre qui s'inspire de toute une tradition marxiste qui existe déjà depuis Marx lui-même en réalité, mais qui s'accentue, s'intensifie du point de vue intellectuel et du point de vue militant depuis les années 80-90. Et qu'on appelle donc le marxisme écologique, ou qu'on appelle aussi l'écosocialisme. Tu as utilisé le terme, alors il y a tout un débat sur est-ce que l'écosocialisme est un terme pertinent ou pas, peu importe. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'utilise volontiers l'étiquette de marxiste écologique ou écologiste, qui est mise en circulation notamment par des gens comme Mikhail Lovic, que vous connaissez évidemment très bien, Daniel Tabureau, etc. Et donc c'est dans cette perspective que j'essaye de me situer et de travailler.
Alors le livre « La nature est un champ de bataille », il comprend deux thèses principales en fait, qui sont très simples quand on les énonce. Après il faut évidemment essayer de leur donner corps, leur donner chair et les développer et les préciser. Ce que je vais faire, je ne vais pas parler longtemps, hein, c'est juste pour introduire, c'est simplement énoncer ces deux thèses principales de l'ouvrage, essayer de donner quelques exemples et puis je m'arrêterai là. C'est des thèses qui sont en fait très simples quand on y pense, mais ça contredit certaines croyances bien installées dans ce qu'on pourrait appeler l'écologie mainstream, quoi, l'écologie dominante en quelque sorte. Et on va voir exactement de quoi il s'agit. Ça va, vous m'entendez? Je parle assez fort. Ouais. N'hésitez pas à me faire signe si ce n'est pas assez clair. Première thèse, première idée qui est présente dans ce livre, c'est l'idée selon laquelle il existe des inégalités environnementales, des inégalités écologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose très simple, c'est que les individus, ou les groupes d'individus, c'est-à-dire les classes sociales essentiellement, mais aussi les genres, hommes, femmes, masculins, féminins, les nations, les groupes ethniques, eh bien, ne sont pas égaux face aux conséquences du changement climatique. Il existe des inégalités dans le domaine de la classe sociale, dans le domaine du genre, dans le domaine des rapports ethno-raciaux, comme disent les sociologues, mais il existe aussi des inégalités dans le rapport à l'environnement qu'ont différents individus, qu'ont différents groupes d'individus, qu'ont différentes nations. Okay. Dans l'écologie dominante, l'écologie mainstream, celle qui domine, disons, dans l'espace public, il y a une croyance qui est illustrée par des gens que vous connaissez, Yann Arthus Bertrand par exemple, ou des gens comme Nicolas Hulot, dans une moindre mesure peut-être. Chez Nicolas Hulot, ça peut s'accompagner aussi de choses plus radicales parfois, mais enfin vous voyez de quoi je parle. Il y a une idée donc dans l'écologie dominante qui consiste à présenter la crise climatique, la crise environnementale, comme affectant l'humanité dans son ensemble de manière indiscriminée. Okay. C'est une croyance très installée dans les mouvements écolos, de manière explicite ou implicite, souvent implicite, qui consiste à affirmer, à montrer, à essayer de montrer que l'humanité va subir le chaos climatique qui s'annonce, ce qu'on appelle parfois l'anthropocène, un terme sur lequel on pourra revenir ensuite, que l'humanité donc va subir l'anthropocène et ses conditions climatiques chaotiques de manière à peu près homogène, indifférenciée, de manière indiscriminée, indifféremment de la classe sociale par exemple à laquelle on appartient. Or, si on y réfléchit un peu, si on regarde les statistiques, si on observe ce qui se passe dans le sillage des catastrophes naturelles, comme les sécheresses, comme les ouragans, etc., eh bien, il apparaît très rapidement qu'il existe des inégalités relativement fortes, selon les cas, en matière de rapport à l'environnement. On ne subit pas, par exemple, les pollutions de l'air de la même manière, selon qu'on appartient à telle ou telle classe sociale. Je vous prends un exemple. Dans quel département les pics de pollution en région parisienne sont le plus systématiquement mesurés? Évidemment dans le 93, qui est le département le plus pauvre de France métropolitaine, et qui est aussi le département qui accueille le plus grand nombre d'immigrés classants. C'est notamment à proximité de l'autoroute A1 que les pics de pollution les plus élevés sont mesurés en Île-de-France. Autre exemple, les altérations de la biodiversité, ou l'épuisement des ressources naturelles, ce ne sont pas des phénomènes climatiques ou environnementaux que les individus subissent de manière indiscriminée. Je vous donne un autre exemple, vous avez peut-être entendu parler du chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide qui est utilisé dans différents types de cultures agricoles. Le chlordécone, c'est un pesticide dont on sait depuis les années 70 qu'il est cancérigène, très fortement cancérigène. Et qui, depuis les années 70, a été banni de France métropolitaine. Il n'est plus utilisé en France métropolitaine depuis lors. Dans les Antilles, en revanche, et notamment dans la culture de la banane, eh bien, ce chlordécone, ce pesticide cancérigène, est utilisé jusque dans les années 90 et même le début des années 2000. Troisième exemple, il y a une étude qui est parue en 2014 sur la localisation des incinérateurs à déchets en France. Les incinérateurs à déchets, comme vous le savez sans doute, émettent dans l'atmosphère ce qu'on appelle des dioxines, c'est-à-dire des substances toxiques qui, elles aussi, ont des effets cancérigènes. On a beaucoup progressé en termes technologiques dans la construction et la sophistication des incinérateurs, mais ça reste des installations qui sont hautement cancérigènes pour les populations à proximité. Cette étude, elle démontre que pour chaque pourcentage de population immigrée en plus que l'on trouve dans une ville, il y a 30% de chances en plus pour qu'il soit localisé un incinérateur à déchets. Donc en somme, je vous donnerai les références si vous voulez le détail de l'analyse statistique, plus il y a d'immigrés dans une ville, à proximité d'une ville, et plus il y a de chances qu'il soit installé un incinérateur à déchets, ce qui démontre, là encore, comme le chlordécone, comme la question de la pollution de l'air, comme d'autres exemples qu'on pourrait évoquer, que selon la classe sociale à laquelle on appartient, selon le groupe social immigré ou pas, immigré récent ou pas, selon le genre auquel on appartient, eh bien, la nature à laquelle on a affaire, la qualité de l'air, la qualité des ressources naturelles, la qualité par exemple également des parcs ou des plans d'eau auxquels on peut avoir accès, eh bien, est inégalement distribuée. En somme, il existe des inégalités environnementales. Ce qui m'amène à dire dans le bouquin, et ce qui est en fait une évidence pour nous autres qui nous réclamons du marxisme, que la crise climatique qui s'annonce ne doit pas du tout nous conduire à suspendre notre cadre d'analyse marxiste.
Au contraire, la crise climatique est une crise qui va accentuer les divisions de classes, qui va accentuer la lutte des classes aussi, précisément parce que la crise climatique va accentuer les inégalités environnementales. Okay. Donc ce discours de l'écologie dominante qui consiste à affirmer que la crise climatique est quelque chose de fondamentalement nouveau, un problème inouï, inédit dans l'histoire de l'humanité, et que d'une certaine manière c'est un problème qui doit nous conduire à suspendre toutes nos catégories, l'impérialisme, l'État, la lutte des classes, etc. C'est fini, parce que la crise climatique ça affecte l'humanité dans son ensemble, donc les différences intra-humaines n'ont plus aucune importance. Ce discours-là est évidemment un discours qui est profondément erroné, c'est exactement le contraire qui est vrai. Les inégalités environnementales seront radicalisées dans le contexte du changement climatique, et par conséquent, il me semble que nous autres marxistes, qui nous intéressons à ces problèmes depuis longtemps, eh bien, nous sommes bien armés sur le plan théorique et sur le plan politique pour penser le chaos climatique qui va se développer dans les années et dans les décennies qui viennent. Tout ça, ça a aussi une implication stratégique, qui est une implication stratégique suivante. À mon avis, c'est une hypothèse que je livre à la discussion, l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas vraiment à mobiliser radicalement les populations sur la question du changement climatique, c'est parce que les principaux concernés par les effets délétères du changement climatique, c'est-à-dire les catégories populaires, se désintéressent pour l'essentiel des questions climatiques. À mon avis, l'une des manières de pallier à ce problème, c'est de mettre au cœur de nos constructions politiques et de notre vocabulaire justement cette problématique des inégalités environnementales, et de montrer à ces populations qu'en plus d'inégalités économiques qu'elles subissent, en plus d'inégalités culturelles qu'elles subissent, en plus d'inégalités socio-spatiales, comme disent les sociologues, qu'ils subissent, dans le transport, etc., il y a aussi un type d'inégalité qu'elles subissent ces catégories populaires, la classe ouvrière et ce qu'il y a autour. C'est un environnement qui est plus dégradé que la moyenne de la population en termes, encore une fois, de ressources naturelles, d'altération de la biodiversité et toutes sortes d'autres. Il y a toute une logique coloniale à tout ça aussi qu'on pourrait évoquer, on y reviendra peut-être dans la discussion. Il est évident par exemple que les essais nucléaires français ne sont pas, comme vous le savez, effectués en France métropolitaine, mais d'abord dans le désert algérien puis en Polynésie, que ces essais nucléaires ont des effets catastrophiques sur les écosystèmes du coin, ont des effets catastrophiques aussi sur la santé des populations. Et que par conséquent les inégalités environnementales ont aussi une logique nord-sud, ont aussi, en d'autres termes, pour utiliser un terme classique dans le marxisme, une dimension impérialiste. Okay, donc ça c'est, disons, une première idée autour de laquelle on pourrait réfléchir, et il me semble que là encore, on est relativement bien armé, si vous voulez, pour... Évidemment que la crise climatique a une dimension nouvelle, il n'est pas question de le nier, il y a une dimension nouvelle en partie. Mais cette nouveauté se combine, comme toujours, avec des éléments de continuité qui font que eh bien, des processus typiquement modernes, typiquement capitalistes, sont des processus qui vont s'accentuer dans les années qui viennent. En gros, ça c'est la première thèse. La deuxième thèse, c'est la thèse suivante. C'est l'idée selon laquelle le capitalisme n'est pas passif face au changement climatique. Contrairement peut-être là encore à ce que pense une certaine écologie mainstream, une certaine écologie dominante. Bon, si vous écoutez les écolos, disons, dominants dans l'espace public, il y a des déplorations permanentes sur le fait que les gouvernants ne font rien, que les élites ne font rien, etc. En fait, l'un des objectifs du bouquin, c'est de montrer au contraire que les élites font beaucoup de choses, qu'elles réfléchissent beaucoup, les élites, au changement climatique et à ses implications. Elles réfléchissent énormément, même. Mais elles y réfléchissent dans leur propre intérêt, et non pas dans l'intérêt des populations. Les élites sont très actives, elles réfléchissent énormément, dans leur propre intérêt, aux implications du changement climatique sur leur propre situation. Et il y a notamment deux fractions des élites auxquelles je me suis intéressé dans le bouquin, qui sont peut-être les deux fractions des élites et de secteurs des classes dominantes qui sont les plus actives et qui réfléchissent le plus sur la question du changement climatique. C'est d'une part les financiers, la finance, et d'autre part ce sont les militaires. Les militaires sont aujourd'hui, parmi les différents secteurs des élites, à l'avant-garde des réflexions sur les implications du changement climatique. Alors je dis en deux mots en quoi, et puis ensuite j'arrêterai. Il existe aujourd'hui, depuis en gros les années 80-90, l'émergence de toute une gamme de produits financiers qui sont branchés sur le changement climatique, qui essayent en d'autres termes de faire du profit financier, qui spéculent, si vous voulez, dans le pire des cas, sur les effets, sur les conséquences du changement climatique sur l'économie. Les plus connus de ces produits financiers, ben, vous les connaissez, il y en a question régulièrement dans la presse, ce sont les marchés carbone, okay, mais il en existe tout un tas d'autres. Il existe par exemple ce qu'on appelle des dérivés climatiques. Les dérivés climatiques, c'est une forme de produit dérivé dont le sous-jacent, comme disent les économistes, ce sont les variations de la météo. Okay. Les variations de la météo qui peuvent avoir un impact sur, par exemple, une exploitation sportive ou agricole, ou etc., et qui permet, pour les gens qui s'échangent ces produits financiers sur les marchés financiers, eh bien de faire précisément des bénéfices sur les variations du climat.
lesquelles variations du climat vont s'accentuer, évidemment, comme vous le savez, dans le contexte de la crise climatique, et par conséquent vont permettre que les détenteurs de ces produits financiers, ceux qui sont les opérateurs sur ce marché des produits des dérivés, eh bien, vont spéculer sur... Un troisième type de produits financiers, c'est ce qu'on appelle les obligations catastrophes. Ça, c'est moins connu. Les obligations catastrophes, c'est une forme d'obligation sur des catastrophes à venir, qui ne sont pas encore survenues, mais dont on sait que si ces catastrophes, elles survenaient, elles impliqueraient des coûts énormes sur le plan financier et sur le plan des destructions des vies humaines. Okay. Et donc, ce qu'on appelle les obligations catastrophes, on pourrait y revenir dans le détail si vous le souhaitez dans le cadre de la discussion, c'est une manière pour les assureurs, mais aussi pour les États, de se prémunir en faisant appel au marché financier contre les effets catastrophiques sur le plan financier des catastrophes naturelles sur leur bilan des États également. Deuxième secteur des élites qui s'intéresse à la question du changement climatique, secteur différent des financiers, mais là encore très actif, ce sont les militaires. Pour ce travail que j'ai effectué, le bouquin, j'ai découvert que dans les années 90, début des années 2000, les grandes armées de la planète, armée américaine en tête, mais aussi armée française, mais aussi armée australienne, armée brésilienne, armée chinoise, eh bien, avaient toutes produit des rapports, plus ou moins secrets, plus ou moins publics, portant sur les implications du changement climatique sur la façon de faire la guerre. Les implications du changement climatique, des catastrophes naturelles, de la montée du niveau des mers, des altérations de la biodiversité, sur l'art de la guerre et son évolution au cours du XXIe siècle. Ce qui démontre que les militaires sont très actifs dans la prise en considération des implications du changement climatique sur la manière dont eux vont réaliser, effectuer leurs tâches dans les années à venir. Quelle est l'explication? Pourquoi les militaires sont-ils en pointe dans les différents secteurs, les différentes fractions des classes dominantes sur la question du changement climatique? Il y a une raison toute simple qui s'explique assez bien. En réalité, si vous voulez gagner une guerre depuis toujours, il faut que vous maîtrisiez votre environnement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle en stratégie militaire l'avantage du terrain, par exemple. Ça désigne la capacité qu'a l'un des deux antagonistes à maîtriser l'environnement mieux que l'autre, à en profiter et par exemple à monter une embuscade ou ce genre de choses. En somme, l'art de la guerre est par essence, depuis toujours, un art environnemental qui suppose la maîtrise de différents types d'environnements. Comme vous le savez, on ne fait pas la guerre de la même manière dans les montagnes, dans le désert, dans des villes, etc. Donc l'art de la guerre est une activité qui est extrêmement sensible à l'environnement. Or, c'est là l'explication que j'évoquais, un environnement qui va changer radicalement, des paramètres climatiques environnementaux qui vont changer radicalement dans le contexte de l'Anthropocène, dans les années et les décennies qui viennent, eh bien par essence, c'est un phénomène qui intéresse les militaires, puisque, encore une fois, il est de leur devoir, en quelque sorte, de militaires, de maîtriser les paramètres environnementaux, ce qui va leur permettre d'exercer leur activité comme ils l'entendent. Si bien que dans ces rapports, il existe toutes sortes de considérations, par exemple, sur les implications de la montée du niveau des mers, sur la manière dont les infrastructures militaires vont tenir le choc ou pas. Un autre exemple, je terminerai là-dessus, il semblerait, comme vous le savez, les sous-marins, qui sont utilisés depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou même avant, sont équipés de systèmes de sonar. Ces systèmes de sonar, pour des raisons que j'ignore, mais les ingénieurs nous l'expliquent, sont très sensibles au degré d'acidité des mers. Okay? Donc l'acidification des océans, qui est l'une des conséquences du changement climatique, va impliquer que les militaires inventent, dans les années et les décennies qui viennent, de nouveaux systèmes de détection et de navigation sous-marine, dans un contexte d'acidification des mers accrue. Bref, tout ça, c'est anecdotique, on pourrait multiplier les exemples, montre que les militaires sont comme les financiers, des secteurs ou des fractions des classes dominantes qui sont particulièrement sensibles à la question de la crise climatique. Et donc en somme, il me semble que l'une des choses que nous autres marxistes ne faisons pas assez, c'est être attentifs à la manière dont nos adversaires, la bourgeoisie, les bourgeoisies dans toutes leurs différences, toutes leurs spécialisations, prennent à bras-le-corps cette question du changement climatique, produisent de la pensée qui va évidemment produire des effets très concrets pour les populations dans les années et les décennies qui viennent. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Le temps pour la pêche bon. Donc en fait, moi je suis repartie de la conclusion du livre de Razvik que je vous conseille de lire. Et pour prendre plutôt la partie qu'est-ce que ça change du point de vue d'un projet d'émancipation, étant acquis le fait que effectivement le chaos climatique est
d'origine anthropologique, mais que ce n'est pas toute l'espèce humaine, que c'est le capitalisme, qui serait sans doute plus juste de parler de capitalocène, etc., etc. Bon, tout ça, voilà, faisant consensus. Maintenant, la question, elle est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc je ne vais pas reprendre là, on pourra revenir un peu dans la discussion, parce qu'en pratique et dans les mobilisations, il y a une certaine utilité à avoir une forme de plan, de programme de transition sociale et écologique pour absolument indispensable, partant du fait qu'il y a des points d'appui, effectivement, dans les mobilisations telles qu'elles sont, et pour poursuivre ce que disait Razmik, c'est-à-dire à la fois, il est vrai que les victimes des problèmes environnementaux en général, du changement climatique en particulier, ne sont pas indifférenciés, mais que de la même façon, les mobilisations sont des mobilisations extrêmement populaires, et que contrairement à ce qui est dit comme ça par des gens parfois un peu paresseux, les mobilisations environnementales, écologistes, bon, qui se heurtent à ces méfaits, ne sont pas des mobilisations de bobos, comme on le dit de manière méprisante, etc., mais sont effectivement et bel et bien des mobilisations populaires, et que, y compris pour aller plus profondément, quand on regarde les motivations et les éléments de déclenchement d'un certain nombre de soulèvements populaires, particulièrement, on pourrait prendre l'exemple des soulèvements dans les pays arabes, eh bien, les questions environnementales sont extrêmement présentes. Alors, ça peut être les déchets, ça peut être l'extractivisme, hein, le gaz de schiste, etc. Ça peut être la pollution de l'eau, ça peut être les ressources de pêche qui sont bousillées, etc., etc. Bon. Alors, et moi, donc, je suis partie un peu de ce que tu dis dans ta conclusion, qui reprend, à partir de ce que disait Walter Benjamin, alors, qui est absolument confirmé par ce que tu expliques dans la façon dont le capitalisme est effectivement agissant, hein, sur les questions de l'écologie. Et donc, ce que disait Walter Benjamin, c'est l'expérience de notre génération. Le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle. Bon, et donc la seule conclusion qui s'impose, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'il doit être mis à mort par l'action des révolutionnaires. Étant entendu entre nous qui est révolutionnaire, que sont révolutionnaires, c'est ceux qui effectivement font la révolution, et pas ceux qui le répètent tous les 4 matins. Et toi, tu rajoutes à ça, à l'heure actuelle, la question serait plutôt de savoir si on trouve encore des forces révolutionnaires à même de porter un projet de changement social radical, ou si un tel projet appartient à une époque révolue. Je pense que c'est exactement la question qu'on doit se poser, c'est-à-dire comment cette dimension-là, c'est pas annuler en place tout ce qu'on a raconté, tout projet d'émancipation, parce que ça viendrait bouleverser tellement les choses qu'il faudrait poser les choses de manière différente, mais bel et bien de savoir comment ça alimente ou pas, renforce, quels aspects effectivement d'un projet de transformation radicale de la société, d'un projet de transformation révolutionnaire de la société. Alors, je pense que le bon point de départ de quelqu'un qui n'est pas une révolutionnaire au démarrage, mais qui, vu la radicalité de la situation et l'urgence de la situation, je pense à Naomi Klein, de fait, envisage des solutions et un peu à son corps défendant, obligé de dire il ne peut y avoir que des mesures, effectivement, qui soient des mesures radicales, et des mesures de rupture avec le capitalisme qui s'impose. Bon, et donc ça veut dire que notre programme, il ne peut pas simplement se résumer, en gros pour aller vite, à la question du partage des richesses et du partage du temps de travail, à la question de la propriété, toutes choses qui doivent évidemment être posées, mais qu'on est obligé de poser plus substantiellement la question de la production, de ce qu'on produit, pourquoi on le produit, comment on le produit, où et dans quelles conditions. Et évidemment, si on prend la question du capitalisme à la racine, on prend la question du productivisme à la racine comme quelque chose qui est absolument constitutif du capitalisme, avec la nécessité sans doute de démonter, mais de démonter y compris dans des secteurs qui se veulent anticapitalistes, quoi, un petit peu l'idée que quand même
on trouvera toujours un peu la solution. Hein. Bon, et que cette question de l'antiproductivisme, dans le sens où il faut effectivement poser radicalement la question de production, de valeur d'usage, de réponse aux besoins et pas de valeur d'échange pour le profit, est quelque chose qui est absolument essentiel et qui permet de réintroduire, de notre point de vue, toute une série de questions qui sont absolument subversives et absolument enrichissante, hein, du point de vue du projet qu'on défend. Donc, et effectivement, il faut prendre cette discussion du productivisme à bras-le-corps, pas forcément pour s'affronter coûte que coûte à celles et ceux qui prennent ça par le bout, mais en fait, il faudrait être plus sobre dans nos consommations, etc. Mais pour entrer en discussion et pour expliquer en quoi ce système est productiviste par nature, bon, et pourquoi la concurrence entre les capitalistes génère ce productivisme avec ce besoin justement de produire davantage, de faire des gains de productivité et qui sont systématiquement effectivement une fuite en avant dans le produire plus qui induit le consommer plus. Mais on a des points de discussion avec toute une série de gens qui ont des voies de radicalisation qui peuvent être différentes. Et par exemple, quand on dit, bon, il faut produire des valeurs d'usage pour répondre aux besoins, il y a une question qui vient tout de suite qui dit, mais c'est quoi les besoins? Bon. Et moi j'aime bien, tu parlais de Michael Lowy tout à l'heure, j'aime bien la réponse de Michael qui dit, bah, écoutez, on supprime la publicité et puis on voit ce qui reste. Bon. Et c'est vrai qu'on connecte par là assez simplement avec une série de secteurs radicaux, anti-pub, etc., avec lesquels effectivement on a une série de choses à faire et à discuter pour peu qu'on ait l'envie de pousser un peu la discussion autour de ça. L'autre discussion qu'il y a derrière ça, je pense, c'est la remise en cause profonde de ce qu'est l'appareil productif. Hein, et d'avoir la conviction profonde qu'un appareil productif, il n'est pas neutre. Et que notre question, et évidemment la question de la propriété, de l'expropriation, de la reprise de contrôle, mais que, là encore, pour reprendre ce que dit Michael, qui dit on peut reprendre la démarche qu'avait Marx par rapport à la question de l'État. La question, elle n'est pas juste que les travailleurs prennent l'État et le fassent fonctionner à leur service. Bon, cet État, il est construit pour une certaine fonction, pour une fonction de classe bien déterminée. Bien, l'appareil productif, lui aussi, il n'est pas neutre, il n'est pas juste, il est comme ça, puis juste on le fait fonctionner. Voilà. D'autant plus qu'on a un certain nombre d'arguments autour de ça sur le fait qu'il y a effectivement une série de techniques, de technologies qui ne sont pas appropriables ou apprivoisables, entre guillemets. Bon, je pense aux OGM, je pense au nucléaire. On peut mettre tout le contrôle ouvrier qu'on veut, le plus merveilleux. Il n'en reste pas moins que ce qui est induit par ce type de production, et un type de production dont les conséquences en termes de risque, de pollution, de pillage, d'épuisement, etc. sont extrêmement importantes, mais qui en même temps induit un type de fonctionnement hyper centralisé de la société qui est de fait contradictoire avec la possibilité d'en prendre le contrôle, d'y intégrer toutes les questions de délibération. Et je pense que cette question qu'on doit aussi nous profondément porter, c'est cette question de remettre de la délibération, de la politique, de la discussion, de la controverse, y compris sur la production, sur ce qu'on produit, mais aussi sur comment on produit. Et que là, ça réintroduit sans doute un certain nombre de débats qui sont des débats qui ont existé dans le mouvement ouvrier. On n'est pas obligé de réinventer à chaque fois, mais on a intérêt à revisiter et
et à se réapproprier effectivement cette question de l'articulation entre une démocratie des producteurs, bon, mais qui veut dire que, y compris par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, on a une démocratie qui rentre à l'intérieur de l'entreprise, mais qui rentre y compris au cœur du process même de travail, bon, dans la discussion et la controverse autour du travail lui-même, et qui doit s'articuler avec les choix politiques, avec les choix globaux de société, bon, avec là une articulation bon, qu'il faut sans doute rediscuter, y compris en débat avec des courants qui vont être plus autogestionnaires, plus du côté des libertaires, plus au côté de démocratie, des communes, des conseils, et comment on a cette articulation-là, bon, parce que effectivement les questions de contrôle, de maîtrise collective et de repolitisation de tous de ces choix qui apparaissent soit comme réglés par la technique, soit par la main invisible du marché qui pourvoit à tout. Bon, c'est une question qu'on doit absolument remettre au cœur de notre projet. Bon, ensuite, on doit évidemment attaquer et prendre à bras le corps des questions qui sont posées plutôt par les courants décroissants, et je pense qu'il ne faut pas, on ne peut pas financer là-dessus. Je pense qu'on doit dire que oui, la production matérielle et les productions et les consommations d'énergie doivent décroître en valeur absolue. Bon, qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il y a effectivement des limites. Bon, que penser que la sortie, en gros la transition, elle se fera parce qu'on trouvera des solutions techniques ou des solutions technologiques qui permettront de, bon, sont des réponses qui sont des impasses. Bon, et il y a, me semble-t-il, toute une discussion qu'on doit se réapproprier autour de ces questions-là, mais en intégrant réellement bon, les contraintes qui sont les contraintes physiques existantes. Il y a toute une discussion autour de il y a le recyclage, il y a la possibilité de... Oui, ça c'est vrai, à condition qu'on n'utilise pas les matériaux, et en particulier les matériaux rares, bon, de manière à ce qu'ils ne soient pas réutilisables, ce qui est le cas dans toute une série de technologies. On a toute une série de métaux rares, de terres rares, etc., qui sont utilisées de manière à ce qu'elles ne soient pas réutilisables, qu'elles ne soient pas recyclables. Bon, parce qu'il n'y a pas un truc où, bon ben voilà, on remélange tout ça et puis tout va bien. Ça ne marche pas, partout. Donc, le type de recherche qu'on fait, le type de solution, y compris qu'on trouve, il doit intégrer ça, et y compris, ça pose la question d'un débat démocratique qui soit la possibilité d'un débat démocratique, y compris autour des connaissances scientifiques et de comment on s'approprie ces connaissances-là, et de façon à effectivement remettre de la délibération autour de ça. Et je pense que du point de vue du projet de société qu'on défend, ça veut dire évidemment des champs de la démocratie infiniment plus importants que ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui. Je ne parle même pas du truc qui consiste à aller voter une fois tous les 5 ans pour quelqu'un qui fera autre chose que ce pourquoi il a été élu, etc. Bon, on voit qu'on est là dans des dimensions tout à fait différentes. De la même façon, bon, c'est quelques exemples hein, de champs qu'il faudrait explorer, ce ne sera pas exhaustif, sans doute que sur la question de la propriété. Bon, en général, le truc facile, c'est l'expropriation des capitalistes. Bon, ça c'est le point de départ, mais le point d'arrivée, c'est quoi? Est-ce que c'était la propriété collective? Est-ce que c'est en termes de propriété que ça doit se poser? Bon, voilà, je pense qu'on peut assez vite régler la question de la propriété d'État. Bon, mais la propriété collective, comment on réintroduit d'autres discussions, alors qu'on a déjà eu dans ce cadre-là, en particulier avec Laval sur la notion de commun, bon, avec plutôt une idée qui associe un droit d'usage
qui serait lié à un devoir de prendre soin. Bon. Et à une institutionnalisation, enfin en tout cas un accord, une discussion sur la façon dont on va user en commun, prendre soin en commun de tel ou tel, bon, que ce soit la terre, que ce soit des secteurs de production, bon, dont on va effectivement user en commun, pas parce que ce serait naturellement en commun, mais parce qu'on en décide ainsi et parce qu'on se donne les moyens de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Bon, et ça permet, là encore, me semble-t-il, de réintroduire et de faire le lien avec un certain nombre d'autres combats autour des questions de gratuité, de possibilité d'accès et d'usage pour toutes et tous, bon, sur lesquels moi j'ai l'impression qu'un certain nombre de choses qui sont avancées par toute une série de courants avec lesquels on travaille autour des questions de revenus inconditionnels, etc., seraient sans doute posées de manière plus intéressante bon, en essayant de prendre les choses de ces façons-là. Mais là encore, je pense qu'il faut rentrer dans la discussion, non pas pour balayer les réponses qui sont celles qui sont portées par une série de courants avec lesquels on se mobilise, avec lesquels on débat, mais pour essayer, à partir d'une préoccupation commune, d'arriver à quelque chose qui soit effectivement un projet collectif de transformation radicale de la société. Bon, je ne vais pas revenir sur la question de la dette écologique parce que tu l'as posée, mais ceci dit, je pense qu'il y a une série de choses qu'il faut qu'on arrive à faire un petit peu avancer. Là, alors, dans un autre cadre, on a eu la discussion avec Pablo Solon sur le bilan de Yasuni, bon, qui avait été un peu une sorte de grand espoir. Ouais, enfin, on a trouvé un truc bien qui permet de décider de laisser sous terre le pétrole qu'il faut pas exploiter. Mais en même temps de permettre quand même une certaine forme de compensation pour les communautés qui sont concernées. Bon, et puis c'est un cruel échec, hein, puisque finalement, bon, tout le monde connaît. Oui, si tout le monde connaît. Il y avait un peu l'idée, non? Si, non, mais très rapidement, c'était l'idée que pour préserver donc le parc Yasuni, il y ait un accord de versement d'une somme d'argent dont j'ai oublié le montant, mais très importante, en disant, mais voilà, ce qui est important, c'est que soit reconnu et soit compensé financièrement le fait qu'on laisse sous terre et qu'on n'exploite pas cette ressource qu'on connaît. Bon, mais comme on ne le fait pas, on doit être dédommagé pour ça, et ce qui serait juste et normal, c'est en gros que les grandes firmes, les grandes puissances, etc., donnent de l'argent pour contribuer au fait qu'on ne le fasse pas. Bon, Équateur, oui, j'aurais dû commencer par là. Puisque c'était lié aussi à l'espoir qu'il pouvait y avoir dans un certain nombre de gouvernements et sur lesquels il y a une très grosse désillusion qui est liée à effectivement une non-rupture, hein, avec l'extractivisme. Bon. Et si on veut prendre ce problème-là à la racine, en tout cas c'est la discussion qu'on a eue avec Pablo Solon, c'est sans doute que cette idée qui, quand même, d'une certaine manière, est un peu une idée de mettre un prix, hein, sur la nature et bon, déjà l'idée que les capitalistes peuvent payer en échange de rien, c'est quand même une idée un peu angélique pour dire les choses, mais plus profondément, je trouve pertinent d'utiliser le concept de dette écologique, il n'y a pas de problème, à condition qu'on n'ait pas d'association derrière avec une idée de prix et de marchandisation. Bon. Voilà, et je voudrais juste terminer parce qu'il ne faudrait pas que ça reste juste un mystère. J'ai dépassé beaucoup. Non, pas du tout.
juste un mystère comme ça sur... mais en fait, pourquoi il y a tant de femmes dans les mobilisations sur les questions de l'environnement? Parce que c'est la vérité. Hein, et c'est partout où ces mobilisations sont extrêmement puissantes et extrêmement populaires, elles sont extrêmement féminisées. Bon, et comme nous ne faisons pas partie de celles et ceux qui pensent qu'en gros c'est parce qu'il y aurait une naissance féminine qui ferait que comme ça, naturellement, les femmes, je sais pas, comme ça, elles s'occuperaient plus. Voilà, et qu'il y a effectivement une construction sociale et un rôle occupé par les femmes dans la société, bon, qui font qu'elles sont effectivement aux avant-postes. Bon, quand on sait que par exemple, c'est elles qui, représentent l'immense majorité de celles et ceux qui produisent pour la subsistance, bon, en termes d'agriculture, bon, on voit bien que toute dégradation des conditions dans lesquelles cette activité-là s'exerce va peser directement sur elles. Bon, mais il me semble quand même qu'il faut aller un petit peu plus loin et que là encore, peut-être avec le souci d'entrer en discussion avec des courants qui ont sans doute des histoires différentes des nôtres. Je pense au courant de l'écoféminisme. Bon, alors, donc certaines sont effectivement essentialistes. Il n'en reste pas moins que les questions qu'elles posent sur le fait qu'il y a dans nos sociétés une sorte de dualisme et d'opposition, mais qui n'est pas simplement un dualisme, qui est aussi une échelle de valeurs qui met d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes, mais qui met aussi du même côté que les femmes la nature, un certain nombre de connaissances traditionnelles, le prendre soin, et puis du côté des hommes, la culture, etc., etc. Bon, qu'on a aussi intérêt à réinterroger ça. Bon, parce que du point de vue de la société qu'on veut construire, évidemment, ce type de hiérarchie n'est pas les nôtres, mais c'est mieux d'expliciter en quoi ce ne sont pas les nôtres et en quoi, oui, on pense que le prendre soin, c'est plus important que le faire la guerre, par exemple. Bon. C'est, je pense, des choses qu'il faut qu'on réintègre aussi dans nos projets de société. Donc quand on dit, bon, on dit ça souvent, puis un peu vite, notre projet de société, il est socialiste, écologique, féministe, et puis plein d'autres choses super bien. C'est vrai, mais il faut en tirer toutes les conséquences, y compris du point de vue du projet qu'on peut défendre et de l'ensemble des choses qu'il faut arriver à déconstruire pour reconstruire ensemble. En fait, je m'arrête. D'accord. Après deux introductions comme ça, je pense qu'on pourrait organiser 10 débats. On pourrait se donner rendez-vous pendant 3 mois ici avec les champs couvrent Razmig et Christine, mais ce que je propose, c'est de laisser la parole à la salle sur un certain nombre de questions ou d'interventions, et puis on reviendra à la tribune ensuite. Met l'accent sur un point qui n'est pas très courant. Donc, on rappelle toujours le rôle, je dirais, des sociétés occidentales dans la production de CO2 et donc dans le changement climatique, des évolutions au cours de l'histoire. Maintenant, la Chine est le premier producteur de CO2. Mais dans cette étude, Piketty essaye de, je dirais, de faire une attribution sociale de la production de CO2. Et sa conclusion est de dire que les 10% de la société mondiale la plus riche, décile supérieur des revenus et du patrimoine, contribuent pour 43% de la production de CO2, compte tenu de sa consommation directe et de sa consommation indirecte, etc. Alors que les 5 déciles inférieurs, c'est-à-dire 50% de la population, ayant les revenus inférieurs, ne contribuent que pour 13%. Donc on voit dans cette étude que
les responsabilités ne sont pas égales. Et parler d'anthropocène, effectivement, est un peu, je dirais, excessif et un peu faussaire. Déjà, la notion de capitalocène est effectivement plus intéressante. Et là même, je pense qu'il faut revenir vraiment à une attribution de classe, hein, et dire que, comme le disait le premier intervenant, effectivement, ceux qui vont souffrir ne sont pas, c'est pas tout le monde qui va souffrir, mais ceux qui en profitent, ce n'est pas tout le monde non plus. Hein. Et bon, le deuxième point de son étude, c'est effectivement de dire, enfin bon, ça c'est Piketty, hein, il se place, je dirais, dans le cadre de l'économie capitaliste, et il se place dans le cadre de, je dirais, de financer l'adaptation à ces modifications climatiques. Et là, il a quand même une proposition qui est dans le cadre mais tout à fait utopique, à savoir de faire une répartition de la contribution en fonction justement des revenus au niveau mondial. Mais sauf que, comme dans ses précédents ouvrages, il a oublié de penser qu'il n'y a pas d'institution mondiale capable d'appliquer une telle législation. Et donc, ce ne sont que des vœux pieux. Bon, je pense qu'il est intéressant de tenir compte de cette étude pour le constat, les propositions, évidemment, étant tout à fait utopiques et illusoires. Dans la discussion sur quel type d'organisation de la production peut se poser, je crois qu'on a vraiment intérêt à réfléchir à une société la moins centralisée possible. C'est-à-dire que plus on a des appareils de production énormes, moins la démocratie du fonctionnement quotidien est facile. Donc là, il me semble que... Alors c'est une vraie discussion, parce que très longtemps, la perception d'une société socialiste, c'est on crée des trucs centralisés, démocratiques, avec un État qui est l'État de tout le peuple et tout va bien. Bon. Et quand on regarde par exemple toutes les questions énergétiques, les solutions sont les solutions où plus les communautés elles-mêmes arrivent, enfin les communautés, les groupes humains, les groupes géographiques, etc., arrivent eux-mêmes à avoir une production qui est blanche du point de vue, qui consomme, qui produit autant qu'elle consomme, voilà. Bon, c'est pas dans des grands systèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de grands systèmes. Si on veut faire rouler des trains, c'est pas avec des éoliennes et on ne peut pas supprimer les trains. Donc on est quand même obligé de se poser ces questions-là. Le problème, c'est qu'en volume, plus cette part-là diminue, plus la démocratie est possible et plus on trouve les possibilités concrètes qui correspondent aux besoins des individus, quoi. Mais du coup, ce que ça signifie, c'est que l'aspect, qui est un débat classique entre marxistes et libertaires depuis le XIXe siècle, donc mais qui justifie d'être retravaillé, c'est l'aspect en quoi une vraie société socialiste, c'est une fédération de groupes qui se coordonnent, mais qui ont chacun une autonomie importante. Mais vraiment, je suis convaincu que, tant pour des questions de démocratie que pour des questions écologiques, enfin, il faut vraiment qu'on réfléchisse comme ça. Et du coup, ça donne une autre place à toutes les expériences, comment dire, les petites expériences qui apparaissent comme moléculaires, enfin les petits trucs qui ne sont pas très importants, qui ne changent pas le monde, mais qui en réalité commencent à permettre de réfléchir à un autre fonctionnement de la société. Qu'est-ce que ça change qu'est-ce que les questions écologiques changent dans le champ politique, mais je pense que la manière dont on est percuté par les questions écologiques, par exemple, je pense qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le champ politique a largement plus été perturbé qu'en France par les questions climatiques.
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des terres qui ont disparu. Il y a l'île de Carteret, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, là, il y a plus... Elle était à 1 mètre au-dessus de la mer, donc elle n'est plus habitable. La salinité des sols est devenue trop forte, etc. Et à Paris, on a eu des pistes cyclables. Sur la question écologique, ça n'a pas tout à fait les mêmes conséquences dans notre quotidien. Et du coup, est-ce que, une question sur, est-ce que ailleurs, ça implique vraiment des modifications dans les espaces politiques? Est-ce que vous invitez à ce que les marxistes réforment un peu leur matrice, la fassent évoluer, etc. Est-ce qu'on a des exemples de trucs qui, concrètement, qui ont restructuré l'espace politique de tel ou tel pays ou dans des endroits qui sont plus touchés? J'ai l'impression qu'on a une espèce de mépris pour le concret, le quotidien. Alors on se différencie beaucoup de gens comme les décroissants, ou alors dans un autre rapport au monde, comme de gens comme Pierre Rabhi et les colibris, parce que ces gens-là, ils sont dans, voilà, chacun fait son petit, chacun fait sa part, je trie mes trucs, je fais pousser du basilic sur ma fenêtre, etc. Et nous, on a une espèce, je sais pas, comme une espèce de snobisme de dire, non, de toute façon, il faut d'abord faut démolir le capitalisme, et puis ça suivra derrière, voilà, les 100 000 vierges sont derrière. Voilà, c'est une caricature. Oui. Je ne voudrais pas comparer avec des gens avec qui on n'est pas comparable, mais il faut rester. Je trouve qu'on n'est pas assez dans le concret. On est trop dans la théorie. Donc je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Christine, bien évidemment, mais je crois qu'on n'arrive pas à drainer des gens qu'on pourrait drainer parce qu'il faut se raccrocher à du concret. Et que oui, on peut déjà, même tout de suite, on n'est pas obligé d'aller bouffer chez McDo et on peut faire des choses au quotidien sans attendre que tout change d'un coup. Que l'exemple, voilà, c'est une façon aussi de politiser les gens, c'est très concret